Chez les enfants qui ont le TDAH, c'est assez courant parce qu'effectivement, ils sont pas invités aux anniversaires. Et ça s'appelle l'isolement social et c'est assez douloureux comme schéma. Il est très courant dans les gens qui ont le TDAH parce qu'il s'explique que c'est la neurotypie qui va créer le schéma. Quoi. Et donc du coup, on t'apprend en schémathérapie à chaque fois que tu vois le schéma à le contrarier. Donc par exemple, moi, la sensibilité au rejet, je l'avais. Enfin, littéralement, quand j'étais à l'école, j'ai vraiment été rejeté fortement. Ça s'appelait du harcèlement scolaire, tu vois. Donc j'ai appris à développer une sensibilité à ce sujet-là assez tôt et à l'identifier pour l'éviter. Et quand t'es adulte, bah, des fois, tu sais, l'ascenseur, il part sans toi et t'as l'impression qu'ils ont fait exprès de l'appeler pour faire partir, tu vois. Et c'est pas vrai, en fait. Et en fait, à chaque fois que tu vois le schéma, du coup, la schémathérapie t'encourage à le contrarier, à me faire une expérience pour te prouver qu'il était faux. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Anomalie, le podcast qui ouvre la discussion sur la maladie et le handicap. Je reçois aujourd'hui Damien pour parler de TDAH et de cyclothymie. Commençons par quelques éléments de définition. Le TDAH, c'est le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Chez les personnes concernées, le cerveau fonctionne différemment. Les régions qui régulent l'attention et la capacité à rester calme ne s'activent pas de la même manière. Concrètement, cela se traduit par des difficultés de concentration, un manque d'attention durable, une grande distractibilité, de l'impulsivité et parfois de l'hyperactivité. La cyclothymie, quant à elle, est un trouble de l'humeur. Les personnes qui vivent avec oscillent constamment entre des phases d'euphorie et des symptômes dépressifs. Aujourd'hui, avec Damien, on fait un focus sur le TDAH. Vous allez l'entendre, Damien est devenu un expert de son propre handicap. Il connaît parfaitement les contours de son TDAH, identifie les facteurs qui impactent sa capacité d'attention et a mis en place des habitudes qui lui ont vraiment changé la vie. Damien raconte dans cet épisode son parcours thérapeutique, les symptômes concrets qu'il a rencontrés et qu'il rencontre encore aujourd'hui, les outils qu'il utilise au quotidien pour gagner en sérénité. On va donc parler de thérapie, de colonne de bec pour les personnes qui sont adeptes de thérapie comportementale et cognitive, et on évoquera même le sujet de l'alimentation. Attachez votre ceinture, je vous préviens, cet épisode est dense. Ok. C'est parti. Donc c'est bon, ça enregistre. Alors, je commence par ma petite introduction. Bonjour Damien, je suis ravie d'enregistrer avec toi. Cet enregistrement est un peu arrivé par hasard. Je pense qu'on s'est rencontrés il y a 7-8 ans, tu me dis si je me trompe. Oh, plus que ça, je suis désolé. Plus que ça ? J'ai pas fait Startup depuis 10 ans. Ok, bon bah c'était pendant un Startup Weekend Zero Waste. Et donc on s'est suivis sur LinkedIn. Moi j'ai suivi tes posts pendant pas mal de temps. Je pense pas avoir été très active, beaucoup commenté ou quoi que ce soit, mais je te lisais. Et en fait, la semaine dernière, je suis tombée sur un de tes posts qui mentionnait ton travail sur ton nouveau podcast. Donc je crois que d'ailleurs t'as changé de titre. Maintenant, c'est pas de charbon, pas de wafer, et avant, c'était charbon et wafer, non ? C'est pas de charbon et pas de wafer, c'est le vrai titre, mais les gens l'appellent charbon et wafer, et ça me va, en fait. Ça me va si tu veux, ça me va s'il y a une histoire à raconter après, le podcast, c'est charbon et wafer, mais le vrai nom, c'est pas de charbon, pas de wafer, parce qu'il y a une histoire derrière. Ok, bon bah, tu pourrais expliquer l'histoire, je finis juste mon intro, et puis après, tu peux dérouler. Ouais. Et en fait, c'est marrant, parce que je t'ai proposé qu'on échange, parce que je trouvais que ta com était cool, et je me suis dit, c'est chouette d'échanger avec quelqu'un qui a un projet similaire au mien en termes de médias. Et comme beaucoup d'appels un peu random que je fais, j'ai vraiment pas été étonnée qu'on débouche sur la thématique du handicap, de la maladie, etc., puisque tu as mentionné le TDAH et la cyclothymie pendant qu'on papotait, et donc je t'ai tout naturellement proposé d'enregistrer. Et aujourd'hui, la thématique que je t'ai proposé de décortiquer, c'était le fait de devenir expert de son trouble. Donc on va plus parler du TDAH a priori. Ce qui m'a marqué dans ce que tu me racontais, c'est que tu te connais parfaitement, tu connais parfaitement les troubles associés à ton... On peut parler de handicap dans le cas du TDAH, je me trompe pas. Donc tu connais parfaitement les symptômes associés à ton handicap et tu mets vraiment tout en œuvre pour adapter le plus possible ton environnement à tes caractéristiques. Ouais. Et donc j'ai trouvé ça intéressant. Est-ce que ça te va comme angle ? Oui, ça me va comme angle, ouais. Ok. Bon, bah, la première question qui est très classique et qui en vrai, moi, va m'aider, c'est est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites, puisqu'on se connaît pas si bien que ça, en vrai. Ouais, du coup, moi, j'ai comment expliquer? Je suis un ingénieur dans le numérique. J'ai créé une entreprise. Avant, j'avais créé plusieurs boîtes, mais bon, en 10 ans, j'étais patron d'une seule boîte. Je suis un indépendant du numérique maintenant. Et pour vous me visualisiez, moi, j'habite à Lille. J'ai essayé de vivre un peu à Paris, ça m'a pas trop plu. Je me déplace beaucoup à vélo. J'ai un enfant de 4 ans maintenant et je vis dans une maison, quoi. Ça vous donne le portrait un peu bobo, quoi. Ok, très bien.
Des choses qui t'intéressent en particulier à savoir Ah ouais, clairement, mon centre d'intérêt en ce moment, c'est le vélo. Mais sinon, Ouais. clairement, c'est mon centre d'intérêt spécifique du moment et je pense qu'il va rester assez longtemps. Je suis beaucoup intéressé. Mais là, en ce moment, je m'intéresse beaucoup au son et à comment on fait les podcasts, etc. Parce que sur We Love Devs, j'ai interviewé beaucoup de gens et j'ai fait beaucoup de podcasts. Il y en a plus d'une centaine d'épisodes qui sont publiés sur le podcast de We Love Devs. Mais j'en avais monté quasiment aucun moi-même où j'avais jamais pris le temps de les habiller correctement. C'était plus journalistique. Donc ça, c'est un sujet qui m'intéresse en ce moment. Voilà. Je peux me lancer sur ces sujets assez facilement. Ouais, We Love Devs, pour expliquer, c'était ton entreprise. En 10 ans, We Love Dev, ça existe toujours. Hein, c'est un site d'emploi pour les développeurs, les informaticiens, les informaticiennes. Donc ça me donne l'opportunité de développer des compétences journalistiques, des compétences en médias, la direction commerciale, la marketing aussi. Et j'ai interviewé des centaines de personnes, plusieurs centaines de personnes par an pendant 10 ans, et c'était vraiment très intéressant pour m'intéresser à leur métier, etc. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Ok, trop cool. Eh bien, merci pour cette présentation axée vélo et ligne. Alors, on va commencer chronologiquement. Est-ce que tu peux nous expliquer comment, petit à petit, tu as été mis sur la route d'un diagnostic de TDAH? Ouais. L'événement en fait un peu qui bouscule le truc, c'est il y a 4 ans où j'ai eu un accident de la route. J'étais à vélo, hein, forcément, et j'ai eu un accident. Et donc l'accident a un effet sur le psy. C'est le syndrome post-traumatique, c'est du stress post-traumatique qui m'a clairement fait sortir de route. Et donc pour rentrer sur la route, sur le côté psy, je suis allé voir mon médecin, le psychiatre, etc. Et le psychiatre m'a orienté sur le diagnostic de TDAH à cette époque-là. C'est un peu la chronologie, mais du coup j'ai quand même mis 2 ans entre l'accident et le diagnostic. Donc ça fait que 2 ans que je suis diagnostiqué. Et puis après le diagnostic démarre une thérapie et puis aujourd'hui, j'ai fait le tri dans les choses et je me sens mieux, quoi. Comment est-ce que tu expliques qu'il y ait 2 ans qui se soient écoulés entre ton accident et finalement le début de symptômes si un peu compliqués et la mise en place d'un vrai diagnostic? Le syndrome post-traumatique, c'est vraiment des symptômes très 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 forts d'anxiété. Donc faut imaginer que vraiment genre après l'accident, comme ton corps, il a eu extrêmement mal, il a été choqué violemment à un moment où t'avais pas peur. En fait, du coup après ton cerveau, il est déréglé en termes de peur, tu vois. Et donc quand je ressortais dans la rue, en fait, mais même à pied, hein, sur le trottoir, j'avais peur des voitures fortement, tu vois. C'était paralysant pour moi de passer devant une voiture, même si le chauffeur me dit mais vas-y, genre c'était paralysant pour moi, tu vois vraiment. Et je portais enfin je me suis acheté un gilet orange, je me suis acheté des lampes de vélo qui étaient très puissantes pour qu'on me voie, parce qu'en fait l'automobiliste qui m'a renversé ne m'avait pas vu, hein, il regardait pas la route. Donc, c'était un peu mon anxiété que ça se reproduise. Ouais. Ouais. Et les symptômes sont très très forts, hein. C'est vraiment, t'as la nausée, t'es sur le point de vomir, etc. T'es paralysé, t'es tétanisé. Et donc, le médecin à l'époque m'a prescrit des anxiolytiques. J'avais de l'alprazolam en petite dose. Et ça marche vraiment. Et les symptômes s'atténuent très très vite. Et t'apprends à faire un peu avec ou à doser la quantité d'anxiété dans la journée. Tu vois, au lieu de prendre le vélo tous les jours pour aller au bureau, j'y allais que 2 jours par semaine au début. Ça, j'ai le temps de digérer un peu le truc, quoi. Et en fait, une fois que ça s'est atténué, en fait le dérèglement de l'humeur, le dérèglement des émotions qui était restant, en fait il me paraissait normal alors il était pas là avant l'accident, tu vois. Donc c'est aussi pour ça que j'ai mis 2 ans en fait à y aller, c'est parce que il y a une sensation de ça va mieux et on a l'impression d'aller mieux, etc. Mais parce qu'on avait quand même vraiment très très mal, mais à la fin on va pas si mieux que ça, quoi. Et les petits problèmes s'accumulent très vite et le trouble il grandit vite sans qu'on s'en rende compte. Et qu'est-ce qui t'a poussé justement à un moment à te dire ça va un peu mieux, mais pas tant que ça, et je vais consulter. Donc, si je me souviens bien, c'était une psychiatre spécialisée sur les chefs C'est ça, d'entreprise. c'est une psychiatre qui est recommandée dans les milieux de chefs d'entreprise parce que tout le monde comprend pas forcément les problématiques qu'un chef d'entreprise peut avoir, quoi. Donc je voulais une psychiatre qui soit safe là-dessus. Et donc la psychiatre était recommandée par Réseau Entreprendre parce que elle était déjà intervenue et parce qu'elle a un conjoint qui est adhérent à Réseau Entreprendre, qui est lauréat, on dit. Mhm. Et pourquoi j'ai décidé d'y aller? En fait, il y avait déjà des sujets dans la parentalité, c'est-à-dire que il y avait des moments où j'avais eu vraiment des débordements d'émotions à la maison. Vraiment ça peut être des crises d'anxiété si tu veux, hein. C'est-à-dire qu'une crise d'anxiété ça peut être soit une crise de sanglots spontanée, soit je m'énerve et c'est une colère, quoi. Mais c'est dans les deux cas, c'est l'anxiété qui a débordé, qui était liée
En fait, de voir ma femme qui reproduit des schémas qui, moi, m'ont fait mal quand j'étais petit avec mon fils. Donc, par exemple, je me rappelle, j'avais pleuré, j'avais très mal réagi, mais je pense que j'avais pleuré même. Parce que ma femme avait dit à mon fils qui avait 2 ans, si tu mets pas tes chaussures maintenant, j'y vais sans toi. Ce qui est pas, mon fils le vit pas mal, mais moi, je le vivais super mal, quoi. Et donc, il y avait ces trucs-là, et au bureau, il y a eu un événement en plus, il y a eu du harcèlement moral entre 2 collaborateurs. Pareil, le niveau d'anxiété entre les collaborateurs était très élevé, et moi, j'ai été débordé émotionnellement, par la situation, quoi. Même j'arrivais pas à me rappeler. Il s'était il s'était mal parlé devant moi, et les deux me redécrivaient la situation que j'avais, où j'étais là, et j'arrivais plus à savoir ce que moi-même j'avais vécu. Je me rappelais, tu vois. Donc cette sensation là de plus savoir ce qui s'est passé hier, de plus avoir de perception de la réalité, le fait de pas comprendre mes réactions, de pas comprendre mes émotions, et de regretter mon comportement a posteriori. Tout ça cumulé, c'est ça que je suis allé. Mon médecin disait que je devais aller voir un psychiatre depuis 2 ans parce que j'avais pas. Lui, son curseur, c'était est-ce que je suis capable de repasser par l'endroit où j'ai eu l'accident à vélo. Et tant que j'en suis pas capable, pour lui, je suis pas remis. Mais moi, ça me paraissait pas. J'ai pas envie de repasser par là, en fait. D'ailleurs, la route est fermée à la circulation maintenant, l'endroit où j'ai eu l'accident. Donc, il y avait pas de raison. Mais donc, je suis retourné voir, et puis du coup, elle a fait une lettre et elle a mis mon dossier médical pour la psychiatre, et je suis allé voir la psychiatre, quoi. Parce que je pense que parmi les auditeurs, il y aura peut-être des personnes juste curieuses qui se représentent pas ce que c'est que l'anxiété, et une anxiété qui devient un petit peu pathologique. Mais c'est qu'en fait, moi, je suis quelqu'un d'aussi anxieux. J'ai la sensation que quand ça trigger, en fait, tu mélanges plein de choses. Tu mélanges des traumas avec la situation au moment, et donc tu surréagis par rapport à ce qui se passe, parce que c'est pas seulement ce qui se passe à l'instant T, mais c'est aussi tout ton passif avant qui a pas été géré. Ouais. Ah, complètement. Donc c'est ce que tu décris avec ton fils, c'est qu'en fait, ta femme, elle a fait quelque chose qui, elle, lui semblait anodin. Ton fils n'est pas traumatisé, mais toi, tu l'as vu au prisme de comment t'as vécu les choses à l'époque, plus le stress, je présume, lié à ton accident, etc. Bah ouais, c'est ça. Puis enfin, il faut voir. Moi, je suis parti de la maison. Je suis parti à l'internat à 13 ans. J'ai fait le lycée. J'ai fait un internat, un lycée en internat. Et mes parents, ils vivent encore dans le Var, et je grandissais dans le Var. Et ils sont partis, et je suis parti à Lille pour étudier. Donc, si tu veux, en fait, tous mes traumas d'enfance, je les ai juste enterrés sous le tapis en partant loin de la maison. Donc, forcément, il y a dès que mon enfant arrive, en fait, il me reconfronte à tous ces sujets-là que j'ai pas réglés émotionnellement, tu vois. C'est pas dire que mes parents sont mal comportés, c'est pas le sujet, hein. Le sujet, c'est que moi, j'ai pas digéré mes émotions encore de il y a 20 ans, quoi. Maintenant, ça va mieux. Je crois on passe un petit peu tous par là à un moment de notre vie, quoi. Ouais, la trentaine, c'est le moment, hein. Ouais, et puis sans doute le fait de devenir père, ça bouscule pas mal de choses. C'est ça. Et du coup, ça s'est passé comment avec cette psychiatre ? La psychiatre, en fait, j'étais vraiment à un niveau d'anxiété très élevé. J'étais vraiment en dépression assez forte à ce moment-là. Donc, déjà, m'a fait percuter que c'était vraiment la dépression. J'avais eu des pensées suicidaires, mais c'était pas le sujet. En fait, c'est-à-dire qu'il y avait comment ça s'appelle, des comportements à risque. C'est-à-dire que dans la dépression, on n'est pas forcément tous en train de penser à finir tout seul. Des fois, on a juste des comportements à risque. Enfin, on a des comportements à risque graves qui peuvent être symptomatiques ou associés ou similaires et aussi graves, quoi. Donc ça a pas la même forme pour tout le monde. Et moi, je les avais depuis très très longtemps, ceux-là, en tout cas. Les symptômes à risque, ça peut être de provoquer des bagarres quand je suis bourré en soirée, un rapport à l'autorité, me prendre la tête avec un policier qui m'arrête pour rien parce que il est pas content du fait que j'ai grillé un feu rouge. Enfin, bon, faut pas griller les feux rouges, mais c'est pas le sujet, quoi. Et donc elle me dit qu'elle peut pas me donner l'antidépresseur parce qu'elle pense que j'ai un TDAH, parce que je parle très 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 vite. D'ailleurs, les gens qui écoutent mon podcast m'ont encore dit que c'était impossible de l'accélérer. Mais là, tu parles très lentement. Je fais attention, hein. Oui, je le sens. Ouais, je pose ma voix correctement, mais si, normalement, je parle très vite. Et en fait, alors le truc marrant, c'est que dans mon dossier médical, ma médecin qui me suit, d'ailleurs, c'est 2 médecins qui m'ont suivi, mais elles sont très alignées dans le suivi du dossier médical. Sur la période après l'accident, il y avait marqué logoré en fin de chaque compte rendu médical. Ça veut dire que je leur avais mis des tunnels insupportables à la fin de chaque entretien, quoi. Et logoré, c'est un vrai symptôme, hein, que tu peux retrouver dans les EHPAD aussi, par exemple. Et en fait, la logorée, c'est pas un symptôme dans mon cas, la logorée, c'est pas un symptôme du stress, hein, ou de l'anxiété, c'est juste ma façon de parler normal. Et donc, du coup, c'était un peu son premier indicateur. Elle a commencé à me poser des questions, et je lui dis, en fait, c'est vrai que, je lui dis, dans ma famille, il y a des gens cyclotimiques. Ma grand-mère était cyclotimique, c'était connu.
Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est la cyclothymie pour les personnes qui ne connaissent Non, mais pas? en plus, le truc marrant, c'est que ma grand-mère, elle a vécu à une autre époque. Donc, la cyclothymie, à l'époque, en fait, à l'époque où ma grand-mère, elle a vécu, on utilisait la cyclothymie à tort et à travers. On l'utilisait pas du tout de la même façon qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, C'était pas les gens maniaco-dépressifs? ouais, c'est ça. En fait, à l'époque, le trouble bipolaire, c'était pas bien diagnostiqué, c'était pas bien documenté. Et donc, on appelait cyclothymique un peu tous les gens qui changent d'humeur ou qui peuvent avoir une tendance à être dépressifs sur une période et puis ensuite, voilà. Mais la description qu'on me faisait, parce que ma grand-mère, je l'ai pas vu longtemps je l'ai pas vu passer mes 6 ans, je pense. La description qu'on me faisait, c'est pas la description de la cyclothymie, mais plutôt de la bipolarité type 1 ou type 2, quoi. Alors que, tous les 6 mois, elle passe de dépression à bonne humeur. Ça, c'est pas de la cyclothymie, c'est le type 1, type 2. Cyclothymie, tu peux changer d'humeur dans la même journée ou sur des phases de 2 ou 3 jours, quoi. Dans tous les cas, la cyclothymie, ça reste un dérèglement de la dopamine. Et c'est héréditaire, les dérèglements de la dopamine, quoi. Je lui dis aussi, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis que ça a toujours été dur pour moi de rester au cinéma. Moi, je suis le mec qui sort de la salle au milieu du film et qui va s'acheter un bonbon et qui revient et qui fait, oh merde, j'ai raté un bout de film. Systématiquement, hein, vraiment, et elle me dit, ah, quand même. Et donc, elle me dit, donc, dans tous les cas, pour vous, c'est pas d'antidépresseur. Et les anxiolytiques que vous a donné le médecin, faut arrêter de les prendre n'importe comment. Parce que le médecin m'avait dit de les prendre à la demande. Elle me dit, non, mais ça vous fait changer votre humeur, c'est sûr. Faut les prendre à heure fixe et à dose régulière. Et elle me dit, en fait, vous allez les prendre, et elle m'a augmenté la dose. Elle m'a dit, c'est une phase d'attaque. Si dans 6 semaines, le diagnostic TDAH il est fini, on prendra des antidépresseurs, vous aurez fait la phase d'attaque aux anxiolytiques déjà. Pourquoi tu pouvais pas prendre d'antidépresseurs en étant en TDAH? En fait, le TDAH, le cerveau a pas la même chimie et la sérotonine en fait, la sérotonine et la dopamine, ce sont des neurotransmetteurs comme les autres. Dans la dépression, la sérotonine, elle est déréglée, c'est-à-dire que t'en as moins, t'en produis moins, ou ton cerveau en bloque plus. De manière générale, le cerveau, il se protège de surdosage de sérotonine aussi à sa propre façon. Après, ça le permet de se bloquer d'autres neurotransmetteurs qui pourraient être toxiques pour lui, hein. Et en fait, quand on prend des antidépresseurs, ça modifie la façon dont les synapses, donc les connexions entre les neurones, elles mangent la sérotonine. Donc il y en a, la majorité des antidépresseurs inhibent la sérotonine pour obliger ton cerveau à en produire plus. Mais ce faisant, ça a un impact sur la dopamine aussi. Et en fait, en pratique, quand t'as le TDAH, les antidépresseurs du marché, 99%, ils augmentent le taux de suicide au lieu de le réduire. Parce que le TDAH, ça te rend tout mou et incapable de passer à l'action. Et en fait, au moment où tu prends les antidépresseurs, du coup, t'es toujours déprimé, mais t'es capable de passer à l'action, quoi. J'ai fait la version un peu longue, hein. Je suis pas sûr. C'est pas grave, au pire, je couperai. Une censure. Et du coup, donc, la perspective du TDAH a été évoquée. Tu as dû passer des tests neuropsy. Ouais. Et tu as eu un trouble de l'opposition qui s'est manifesté. Non, mais en fait, alors le diagnostic TDAH, elle m'a fait faire 2 diags. Elle m'a fait faire l'ASRS. C'est une échelle que tu fais toi-même et que tu débriefes avec ton psychiatre. Un ASRS qui ressort 20, qui ressort vert, c'est 80% un vrai positif du temps. 30% du temps un vrai positif. Donc c'est quand même déjà une bonne base. Si t'as des intuitions en plus, normalement ça suffit à peu près. Vrai positif, ça veut dire que si ce test semble indiquer que tu as un TDAH, dans 80% des cas, c'est vraiment vrai. Ouais, c'est ça, parce que tu dois faire un test complémentaire. Ouais, c'est ça, parce que un faux positif, ça arrive, hein. Tu vois, par exemple, au tout début du Covid, on pouvait prendre un test Covid, on aurait eu plus de faux positifs que de vrais positifs. Par contre, une fois que le Covid était bien répandu dans la population, une fois que j'avais 60% des gens qui avaient des chances sérieuses d'avoir le Covid, du coup, le même test, il donnait 95% du temps un vrai positif. C'est vraiment une variable statistique, si ça vous intéresse. C'est vraiment, il y a des mathématiques pour ça. Et comme le TDAH dans la population, t'as toujours que 5% de chance de l'avoir. Tous les tests qu'on pourra faire, ils ont toujours un haut taux de faux positifs, parce que t'as des gens dans la population générale qui n'ont pas le TDAH et qui vont revenir positifs sur le test. C'est pour ça que du coup, on double le test avec une étude clinique. Et l'étude clinique que ma psychiatre utilisait, c'était le DIVA, qui s'appelle DIVA parce que les TDAH sont tous des divas. Non, j'en ai aucune idée, mais j'y ai pensé, mais je l'ai pas faite. Franchement, je suis sûr que c'est la vanne qui se sont fait les scientifiques qui ont conçu le test. C'est un petit côté drag queen, je trouve, qui est assez agréable. Faut savoir que, oui, j'avais fait de la psychométrie avant, et j'avais fait de la psychométrie avec le test performance, dans le cadre de mon parcours de dirigeant. C'est Réseau Entreprendre qui nous faisait faire les tests performance. Et moi, mon test performance, il était revenu genre avec des, en gros, t'as des curseurs qui sont vraiment genre des fois à 90%. Genre, normalement, tout le monde a des curseurs entre 20 et 45%. Tu vois, moi, j'avais des curseurs à 90% sur certains points. C'est juste que t'es pas du tout dans la moyenne. T'es vraiment très extrême d'un côté ou de l'autre sur les différentes variables qui sont testées. Ouais, c'est ça. Et puis, en fait, alors, le test performance, il donne une amplitude, de position. Et moi,
par exemple, sur l'écoute, c'est coincé à 80%. C'est genre, je suis pas capable de fermer mon écoute. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Bon, la notion de justice ou de la sensibilité au rejet, qui était déjà mais très très fortement anormal. Et du coup, le mec, enfin d'ailleurs la vanne, c'est que le monsieur qui débriefait du test, il a quand même investi dans Wheel of Death après. Et il me dit, ah mais Damien, en fait, toi t'es une diva. Genre, c'est vraiment le profil diva que t'as. Ça veut dire que on donne un truc, ça t'intéresse pas, tu le fais pas. On donne un truc, ça t'intéresse, t'en fais 4 fois 30. Et je fais, bah ouais, c'est l'histoire de ma vie, parfait. Donc probablement que c'était lié au TDAH, ouais. Quand j'ai eu le diagnostic, j'ai rediscuté avec lui parce que je le vois régulièrement. Et il me dit, ah mais Damien, je suis assez déçu parce que moi je pensais que t'étais comme moi, t'étais HPI. Et je le regarde, et je fais, t'es pas du tout HPI, mon gars. Oui, c'est deux choses différentes. Mais il y a beaucoup de gens qui préfèrent être catalogués HPI que TDAH, et je comprends. Attends. Pourquoi? C'était quoi la question, c'était les tests neuropsy et ton trouble de l'opposition, puisque il y a eu une séance où visiblement t'as un peu foutu le bordel quand même. Ouais, alors c'est ça. Le DIVA, c'est je l'ai saturé. Oui, alors c'est ça. Le DIVA, c'est 3 à 4 entretiens normalement. Il y a 4 étapes dans le process. On va te faire chercher tes bulletins de notes ou des écrits que t'as fait quand t'étais enfant, etc. Et donc dans les bulletins de notes, le truc qui est vraiment incriminant, c'est tous les profs qui marquent. Damien est très impliqué, mais fait encore des erreurs d'inattention. Genre 4 à 5 fois par bulletin toute ma scolarité en fait. Et des erreurs d'inattention. C'est vraiment marqué inattention sur tous mes bulletins. Bon, pas un seul. Et mes parents gardaient un classeur avec tous mes bulletins. Vraiment, c'est ça, et c'est rigolo aussi. Que j'ai récupéré, il doit être par terre dans un carton ici. Et la médecin appelle des gens qui t'ont connu quand t'étais enfant. Donc, ils ont appelé ma maman, etc. Des fois devant toi, des fois pas devant toi. Et le but, en fait, du DIVA 2, c'est de montrer que le trouble n'est pas apparu récemment. Parce que dans le cadre de la dépression, tu peux avoir des problèmes d'attention. Tu vois, tu peux être juste fatigué, surmené, etc. Ah oui, c'était ça aussi, je dis, des fois, j'ouvre un onglet sur mon ordinateur, puis je sais plus pourquoi je l'ai ouvert le temps que la page s'ouvre. Donc, les problèmes d'attention sont pas forcément la preuve qu'il y a un trouble de l'attention. Et d'ailleurs, il y a des gens qui vont faire des tests en CP, dans les centres médicaux psychosociaux, où il y a vraiment un métrage de ta capacité d'attention, tu vois. Et c'est pas forcément aussi efficace qu'une étude clinique qui montre que t'as toujours eu le trouble. Parce que le TDAH, c'est pas juste le fait d'avoir des problèmes d'attention là maintenant, ça peut être juste de la fatigue, c'est le fait d'avoir vraiment ton cerveau qui est monté à l'envers ou qui est pas pareil que les autres. Et ça, c'est génétique, t'es né avec et tu l'as toujours eu et tu l'auras toujours, quoi. Tes tests neuropsy, du coup. Bah, du coup, non, mais c'est ça que je t'ai montré, je t'ai expliqué, c'est les cas. Okay. Alors, du coup, l'histoire que tu veux que je raconte, c'est que, effectivement, j'ai fait une séance de plus. Les séances coûtent cher, hein, parce que c'est une psychiatre à 90 ou 120 € la séance, en plus. Donc, ouais. C'était pas pour t'afficher et tout, mais en fait, c'est symptomatique du TDAH, le trouble de l'opposition. Donc, c'était juste pour ça, messieurs. Ouais, non, si, on y va. Juste, j'arrive pas à rentrer dans le narratif pour y arriver. Mais en gros, moi, j'ai fait une séance de plus parce que, en fait, si tu veux, genre, j'ai fait la première séance avant, j'ai fait la SRS pendant les vacances de Noël. Et donc, j'ai commencé à parler autour du mois du diagnostic du TDAH. Et en fait, c'est un peu dur quand même dans cette phase-là parce que tu te rends compte que c'est pas une maladie, c'est pas une pathologie, c'est pas une maladie, il y a pas de médicament qui t'en guérit, il y a pas une fin à la patho. C'est un handicap. Et puis alors vraiment, les gens, ça les touche pas, hein. Vraiment, les gens qui t'en parlent, t'aurais une jambe cassée, ce serait plus grave à la limite, tu vois, genre, tu parles de ça et puis il y a une personne qui va faire, moi je me suis fait le ligament croisé quand j'étais au ski. Ah ouais, ça a l'air plus grave, tu vois. Il y a un peu ce truc-là. Et donc quand je suis arrivé à la 3e séance, j'étais un peu en mode en colère. Mais pour comment c'est possible que j'ai la cyclothymie en même temps que le TDAH? Pourquoi je récupère la patho de ma grand-mère en même temps que je récupère un truc en plus, etc. J'ai foutu le bordel dans la séance. Je l'ai vraiment antagonisé la médecin. Et du coup, on a pas pu faire la séance correctement et j'ai dû en faire une 5e au lieu de 3 ou 4. Effectivement. Et ça s'appelle le trouble de l'opposition et provocation. Ce qui est marrant parce que ça se caractérise par le fait d'avoir un problème avec l'autorité, ou de faire de la provocation un peu systématique. Chez les enfants, par exemple, un peu la phrase iconique, c'est tu sais, quand un enfant te dit je voudrais tel jouet parce que mon copain l'a aussi, et puis les parents ils te disent t'as qu'à aller vivre chez ton copain. Ça c'est la phrase typique de la provocation. C'est comme ça qu'on apprend aux enfants la provocation. Et donc ouais, le trouble de l'opposition et provocation, j'ai fait quand même un lycée militaire, mes parents, mon père militaire, mon frère militaire, tu vois. C'est quand même chelou que je développe ce truc-là, mais en fait, c'est carrément logique dans la façon dont les militaires communiquent. Voilà. Ok. C'est normal pour eux de se provoquer, de challenger les consignes et de les exécuter dans d'autres temps. Ok. Je fais une petite pause dans la chronologie parce qu'il y a une chose que tu as mentionnée qui m'a fait tiquer.
Tu évoques le fait que les sujets liés à ton TDAH étaient un peu, comment dire, entre guillemets, méprisés par les personnes avec lesquelles t'en parlais, que c'était pas pris à sa juste valeur. Et ça me fait penser à une conversation que j'ai eue avec un pote à moi qui est bipolaire. Ouais. Et en fait, sur les sujets liés à la santé mentale, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'ignorance. Donc lui, il est bipolaire et là, il est j'ai l'impression quand même en train de... il est sur la phase dépressive. Ouais. Et il y a une pote à lui qui lui a dit, mais arrête avec tes traitements, bouge-toi les fesses, ça va aller. Et en fait, c'est pas possible, ça ne marche pas comme ça. C'est merci Thibaut InShape, ça. Et ouais, et le truc, c'est qu'il est dans un milieu plutôt éduqué. Et je suis encore étonnée qu'il y ait des phrases comme ça qui soient dites. Et il y a pas mal de médias type Petite Mue qui sensibilisent aussi aux troubles psy et qui expliquent que tu dirais jamais à une personne qui a des problèmes de motricité, tu dirais jamais déplace-toi sans ton fauteuil roulant. Et c'est un peu le même cas avec des troubles psy. En fait, il y a besoin de certaines béquilles qui permettent justement de continuer à vivre avec plus de sérénité. Et vraiment, random, on dit aux gens, bah non, mais t'as pas besoin de traitement, bouge-toi un peu les fesses, ça va aller. Et c'est pas comme ça que ça marche. Ouais, c'est un peu comme sans aller sur de la mobilité réduite, mais tu dis pas à une personne qui a besoin de lunettes, bah fais un effort pour y voir, tu vois. Oui. Tu dis pas à quelqu'un qui est malentendant, bah tu pourras faire un peu plus attention pour m'écouter, tu vois. Ça ça marche pas. Ouais. Mais oui, mais la notion de handicap, elle est pas du tout perçue justement sur le spectre psy. Mais parce que c'est invisible et il y a, enfin, du coup, moi j'avais rencontré quand j'étais petit plein de gens qui ont plusieurs personnes qui ont des Mickey, tu sais, des RCH. C'est quoi? Les Mickey, les maladies inflammatoires du côlon et de l'intestin. Ah oui, ok. Et en fait, je pense que j'avais fréquenté l'association François au Petit, l'AFA, et les malades expliquent ça, c'est que, enfin, littéralement, ils ont quand même genre, les gens ont l'air calmes, ils ont l'air intègres, etc. Mais il y a quand même leur système immunitaire qui est en train de défoncer leur intestin petit bout par petit bout, tu vois. Et ils souffrent énormément, ils saignent à l'intérieur et tout. Mais ça se voit pas et du coup, c'est pas considéré. TDAH, c'est une autre mesure, mais c'est pareil, enfin, les troubles psy de manière générale, bah, ça se voit pas et en fait, enfin, tu vois, par exemple, c'est Nicolas Demorand sur France Inter qui a pris la parole sur la bipolarité. La quantité de médicaments qu'il prend, typiquement, le nombre de fois où il réajuste son traitement dans la journée pour avoir une humeur calme, c'est une ingénierie médicale assez forte. Hein. Ouais, carrément. Bref, on a fait la petite sortie de route que j'ai initiée et je reviens au fil conducteur. Mais une fois que tu as eu ton diagnostic, comment est-ce que tu t'es documenté sur ton trouble? Et à quel besoin est-ce que ça correspond de tout connaître? Mais je pense que c'est lié au TDAH aussi. C'est une des caractéristiques quand un sujet intéresse de se documenter à fond sur le sujet. Ben alors c'est pas toutes les formes de TDAH, la mienne oui. Faut imaginer. TDAH, c'est un problème d'attention. Il y a des gens qui sont pas hyperactifs en plus. Il y a des gens où l'hyperactivité se voit et d'autres où l'hyperactivité se voit pas. Tu vois, typiquement chez les enfants, t'as un peu l'imaginaire du garçon qui monte sur les meubles. Tu vois, quand j'étais en maternelle, je te promets que le prof de maternelle a dit à mes parents, il a pas le TDAH parce qu'il monte. Enfin, les enfants qui ont TDAH, moi j'en ai déjà eu, ils montent sur les meubles. Votre enfant, il monte pas sur les meubles. Bah bien sûr, mes parents m'ont bien élevé, quoi. Tu vois. Voilà. Et donc, enfin, c'est le curseur. Est-ce qu'ils montent sur les meubles ou pas? Il y a la même sur la bipolarité. C'est moi, je connais vraiment des vrais bipolaires. Ils ont acheté 3 voitures dans la même journée. Vous avez fait ça, vous? Non. C'est ça. Ouais, bien sûr. Puis il y a la notion du fait de s'adapter. Par exemple, c'est le cas de l'autisme. L'autisme chez les femmes est beaucoup moins bien diagnostiqué parce que les femmes tendent à s'adapter beaucoup plus et donc c'est moins visible. Et ben typiquement, du coup, chez les enfants, la perception du TDAH, elle est très genrée. Donc souvent on dit les garçons, c'est les garçons qui montent sur les meubles et les filles, c'est les Sophie dans la lune. Donc souvent les garçons, on va leur donner de la Ritaline parce qu'ils bougent trop et ils se calment. Et puis les Sophie dans la lune, en fait, elles bougent pas trop, elles restent juste rêveuses en cours et on leur dit juste, bah attends, c'est la prof ou le prof qui se vexe parce que Sophie dans la lune, elle écoute pas le cours, tu vois, on dirait que t'en as rien à foutre, on dirait que tu penses tout le temps à aller faire l'équitation, etc. Voilà. Et il y a une réalité aussi, c'est que bah tu vois, enfin moi j'ai développé du coup pas mal de cognition pour pouvoir compenser. Donc quand j'ai passé mon bac, j'étais capable de faire toutes les épreuves du bac en moitié de temps. Je trouvais ça très cool. Mes copains aussi trouvaient ça très cool, mais je m'en rendais pas compte, c'est complètement symptomatique du fait que j'ai pas du tout la capacité d'attention. En fait, mes erreurs d'inattention sur mes copies de maths ou de physique, elles arrivent après 2 heures, où je suis obligé de faire les exercices le plus vite possible et de travailler 4 fois plus en amont pour que les exercices, je les fasse tous vite. Mais il y a des gens qui ont le TDAH et qui développent pas la cognition. Parce que peut-être qu'on leur a juste donné de la Ritaline et que du coup, ils avaient pas besoin de travailler plus vite, etc., tu vois. Et donc il y a des gens qui ont le TDAH et qui ont pas la capacité cognitive et qui arrivent pas, qui sont juste pas capables de lire un livre, tu vois. Il n'y a pas de jugement de valeur dans mon approche, mais enfin, faut juste rappeler que
Enfin, moi, j'ai de la chance d'avoir une capacité de cognition qui me permet de compenser sans médicament, tu vois. Ouais. Et je sais, et d'ailleurs, une question qui est toujours ouverte pour moi, c'est, bah, si j'avais été diagnostiqué enfant et que j'avais eu des médicaments, est-ce que j'aurais développé la capacité de cognition quand même? Peut-être qu'on peut, avant de revenir en arrière, expliquer ce qu'est la Ritaline et quelles sont les conséquences possibles. La Ritaline, c'est une forme d'amphétamine qui permet justement de Ouais. donner une sensation de concentration qui est super agréable. Pour les personnes qui, justement, ont un trouble de l'attention, ça peut vraiment soulager. Mais la contrepartie, c'est que tu développes pas les capacités par toi-même qui te permettent d'être attentif. Ouais, c'est complètement ça. C'est-à-dire que dans le TDAH, ce qui marche pas, c'est, enfin, ce qui marche à l'envers. Donc, la dopamine, c'est un neurotransmetteur. Donc, entre tes deux neurones, quand il y a un message qui passe dans ton cerveau, là, entre les deux neurones, c'est l'endroit où il y a une synapse. Donc, le neurotransmetteur, il est libéré par une synapse, c'est un messager, quoi. Et l'autre côté de la synapse, il l'absorbe. Et sauf que, bah, le neurotransmetteur, il y a des recapteurs de dopamine qui permettent de recycler le porteur du message pour le renvoyer. Et dans le TDAH, les recapteurs, ils tournent en boucle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils sont vraiment à fond. Faut vraiment imaginer que genre ton ordinateur, dès que tu l'allumes, il a les ventilateurs à fond tout le temps. Et du coup, ça fait que le matin, t'as du mal à remplir ton cerveau de dopamine. Tant que ton cerveau est pas chargé en dopamine, et ben il tourne pas. Et ça fait aussi que du coup, t'as du mal à redescendre. C'est-à-dire qu'une fois que t'as chargé ton cerveau en dopamine, parce que la seule solution, c'est le noyer complètement en dopamine, alors que les trois quarts des gens, ils arrivent à la produire de manière dosée, quoi. Et c'est ça l'hyperactivité, hein. C'est l'hyperactivité, c'est vraiment ton cerveau est chargé en dopamine et tu veux plus l'arrêter, il est en train de penser à 24, quoi. Et la Ritaline, du coup, bah en fait la Ritaline, il y a plein de psychostimulants différents. Il y en a qui vont bloquer la recapture, d'autres qui vont bloquer les récepteurs pour que le peu de dopamine que t'as soit plus visible. La Ritaline, c'est vraiment un truc qui remplace la dopamine dans ton cerveau. Et les amphétamines et de manière générale, tous les produits en in, hein, sont des neurotransmetteurs. Tous ces produits-là vont vraiment mettre ton cerveau sous boost et remplacer la dopamine qui est pas là, quoi. Et donc effectivement, quand t'apprends à compenser en utilisant le médicament, t'apprends pas à compenser en prenant des bonnes habitudes, en prenant une bonne hygiène de vie, en mangeant mieux, etc. Avant qu'on switch à tes meilleurs conseils de naturopathe, est-ce que tu peux juste nous expliquer comment est-ce que toi, justement, tu t'es documenté et t'as appris à comprendre ce qui se passait précisément? Tu m'avais parlé d'un livre avec des lunettes. C'est ça. Mais la médecin, elle m'a encouragé à faire mes recherches moi-même parce que effectivement, en fait, vu qu'on a la capacité à nourrir des centres d'attention spécifiques, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui m'intéresse et je vais m'y intéresser à fond. Du coup, elle m'a recommandé des bouquins. Elle m'a recommandé notamment les livres de Annick Vincent qui s'appellent Mon cerveau a encore besoin de lunettes. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, du coup, une fois qu'elle m'a donné le diagnostic, parce que avant le diagnostic, faut pas se documenter parce que ça biaise le diagnostic. Et une fois qu'elle m'a dit, maintenant tu peux y aller, je suis en mode, oh, trop bien, j'ai mangé plein de contenus dans tous les sens sur le sujet, donc, il y a des contenus que j'ai découverts plus tard aussi. Donc, après, j'ai découvert aussi tous les contenus qui peuvent parler du mélange entre l'autisme et le TDAH. Mais elle, le livre de Annick Vincent, c'est Mon cerveau a encore besoin de lunettes. S'il y a le A encore, c'est la version pour les adultes. Les enfants, ils ont la version Mon cerveau a besoin de lunettes. Voilà. Et sur la cyclothymie, hein, qui était un sujet pour moi à l'époque, j'ai lu un livre qui s'appelait Goupil ou face. Ah oui, Il est vachement de bien. Lou Luby. Je l'ai encore Ouais. et j'essaie de le refiler à des gens à qui je pense qu'ils ont de la cyclothymie, mais généralement quand je leur dis comme ça, ils ont pas envie de le lire. Oui, pour expliquer Goupil ou face, en fait, sa cyclothymie, elle est personnifiée par un renard, c'est ça? Ouais, c'est ça. Elle est suivie par un petit renard roux. Et quand elle est en dépression, il devient un grand monstre noir qui essaie de la manger. Et du coup, il y a le personnage de la mort de temps en temps qui vient et qui lui dit, Bien sûr. qui a dit, j'ai envie que tu me libères du renard. Et puis voilà. Et elle explique à la fin, elle prend du lithium dans la fin de l'histoire. Et donc Ouais. le lithium, c'est vraiment le même composant que dans les piles, hein, ou dans les batteries de voiture. Et donc tu te l'injectes dans le sang ou tu le manges en pilule et ça régule l'humeur. Et elle explique que son renard, il est complètement shooté, quoi. Et il est tout le temps à côté d'elle. Effectivement. Ouais. Et elle explique aussi, enfin, moi, ce que j'aime bien, parce que ça m'a parlé, parce que c'est une personne très créative, elle lance des applications, des produits, etc. Et elle a des phases avant, après le lancement, etc. Et elle décrit les phases qui vont avec. Et c'est quelque chose où je me suis vraiment reconnu, quoi, en tout cas, dans la façon dont la cyclothymie nourrit sa créativité et lui donne de l'énergie aussi pour faire des choses qu'elle aurait pas faites normalement, quoi. Donc, tu observes en fait toujours ce mécanisme de phase que tu dois gérer. Si tu as un projet sur lequel tu es vraiment à fond, je présume que tu vas être en hypomanie, donc c'est la phase up qui est moins forte que pour les personnes bipolaires. Ouais. C'est pour ça qu'on parle de hypo. Et une fois que tu as passé ton échéance, je présume que tu redescends, donc tu es plus sur la phase dépressive ou nette. Ouais.
En fait, c'est assez intéressant parce que quand t'es dans la phase haute, t'as tendance à faire avoir des écarts de comportement qui te mettent une charge émotionnelle que tu devras payer plus tard. Donc en fait, la phase haute, le sujet c'est de comment la gérer de façon à ce que te force pas à faire une phase basse après parce que tu fais ah merde tu vois genre 3 semaines après tu te rends compte que t'as mal parlé à une personne ou que t'as dit un truc ça l'a vexé etc et ça te fait te sentir mal. Faut voir aussi que quand je dis se sentir mal ça c'est des cognitions négatives donc j'ai plein de pensées automatiques que j'ai nourries tout au long de mon enfance et ça en TCC j'ai appris à les restructurer. La TCC, la thérapie cognitive et comportementale, c'est une méthode de thérapie assez innovante qui consiste à pas chercher à savoir pourquoi tu vas mal, mais à chercher comment tu pourras aller mieux. Donc il y a plein de méthodos dedans et notamment j'aime bien les colonnes de Beck. Vous pouvez Oui, chercher sur je Google. savais que tu allais en parler. Les colonnes de Beck, c'est la vie. Et voilà. Et ça du coup, ça c'est vraiment les colonnes de Beck, c'est vraiment le truc qui m'aide à restructurer mes pensées et à éviter la dépression. Vraiment, depuis 2 ans, en fait, dès que j'ai une pensée automatique du genre en mode ah ça marche jamais. Et en fait, je suis en mode attends, ça est-ce que c'est vrai? Tu vois, je le répète à haute voix. Est-ce que c'est vrai? La dernière fois que je l'ai fait, il s'est passé quoi ensuite? Tac tac tac. Et je réussis les colonnes de Beck pour retravailler le truc. Permet aussi de processer mes émotions à la volée. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de colonne de Beck? Imagine, genre, j'arrive au bureau, et ma collègue, elle me fait une remarque, et je le prends mal. Vraiment, et je l'envoie chier, et je lui fais une remarque plus violente encore, tu vois. En fait, le truc, c'est que comme je viens de faire du vélo, et je suis encore stressé du trajet, tu vois, le syndrome post-traumatique, en fait, il m'a mis à cran. Je m'en rends pas compte à ce moment-là. Mm. Colonne de Beck, ensuite, c'est quoi les émotions? En fait, je me suis senti rejeté, j'étais contrarié, voilà. Et résultat, bah on s'est tous les deux fait la gueule le reste de la journée. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On s'est fait tous les deux la gueule le reste de la journée. Et les pensées automatiques, j'ai pensé quoi? C'est bah elle est pas contente de mon travail, elle veut pas travailler avec moi, elle aime pas travailler avec moi. Voilà. Et donc ça, ces pensées automatiques, et un truc que j'ai fait très rapidement, c'est d'aller les challenger. Typiquement, si je pense que ma collègue elle aime pas travailler avec moi, je vais aller la voir, je vais dire attends, j'ai l'impression que t'aimes pas travailler avec moi, est-ce que c'est vrai ou pas? Puis elle va me dire ah mais non Damien, moi j'aime bien travailler avec toi, c'est juste que bah là sur le coup t'as fait une faute d'orthographe quoi. Et Bah oui. voilà. Et les pensées automatiques, ce que j'ai mis longtemps à apprendre, c'est quelles pensées alternatives on peut mettre à la place pour que bah, la prochaine fois que tu te retrouves dans la même situation, etc., en fait ta pensée automatique elle soit remplacée, ton cerveau la remplace automatiquement par la pensée alternative qui vient avec. Et au bout d'un moment, du coup, toutes les pensées automatiques que t'as, qui te faisaient mal, elles viennent plus du tout parce que tu mets que des pensées alternatives très très instinctivement à la place. Ouais, peut-être pour expliquer rapidement ce que c'est la TCC, parce que j'en fais aussi et que c'est très cool. Ça marche particulièrement bien sur la dépression et l'anxiété. Absolument. Donc plutôt que, comme tu le disais, faire une très longue analyse de pourquoi est-ce que tu ressens cette émotion, etc. C'est une thérapie active où tu as tes exercices, où tu te confrontes aux choses. Et en fait, moi, dans le cas de l'anxiété, ce que m'expliquait ma psy, c'est que bah, tu as des pensées automatiques. Donc elle compare ça à des chemins de vaches. Les vaches, elles prennent toujours le même chemin, elles sont habituées, et si tu essaies de les faire changer, elles le font pas. C'est peut-être pas le chemin le plus optimal, mais vu qu'elles le connaissent, elles le prennent tout le temps. Et le but de la TCC, c'est petit à petit de te faire prendre le chemin qui marche le mieux pour toi. Et donc, effectivement, les colonnes de Beck, ça marche ultra bien. C'est de te dire, bon, ben voilà, qu'est-ce que j'ai perçu? Est-ce que c'était vraiment ça? Est-ce qu'il y a d'autres scénarios? C'est ce que tu dis. Et vraiment, la clé, c'est le mot que j'ai appris, c'est l'assertivité. C'est en fait de ni fuir. Moi, c'est ce que j'ai tendance à faire quand je me sens pas bien, je fuis. Il y a des personnes qui sont dans la confrontation et il y a un chemin qui est quand même cool, c'est l'assertivité. C'est je vais dire en communication non violente ce que j'ai compris et demander à l'autre si c'était effectivement ça son intention. Et souvent, ça débunk pas mal de choses. C'est vrai que t'es assertive aujourd'hui. Oui, je travaille sur moi. Non, mais c'est une compétence professionnelle qui est appréciable. Non mais en plus c'est tu sais que mon fils il a 4 ans et donc là, Ouais. le sujet de quand tu fais ta TCC, tu développes ta métacognition. Donc, la capacité à Oui. observer toi-même tes pensées et ton comportement. Et quand t'as 4 ans, en fait, t'as pas encore la métacognition qui est développée. Genre on peut pas te le demander. Bah oui. Et l'autre jour, mon fils, il a lancé des pensées automatiques. Genre, imagine, genre, il est en train de se réveiller doucement dans le lit comme ça. Il me parle d'une copine avec qui il y a eu une interaction la veille. Et en gros, elle a pas voulu lui donner la main parce qu'elle voulait donner la main à un autre enfant. Oh. Et il lui a dit ah bah si c'est comme ça, on n'est plus amis. Et moi, je vais partir vivre dans une montagne et on se reverra plus jamais. Et j'étais en mode ouh, ça c'est quoi? Ça c'est une pensée automatique. Et du coup, je dis mais attends, mais enfin, pourquoi t'as pensé ça, etc. Donc j'ai fait le chemin avec lui des colonnes de Beck. Il s'est passé quoi après? Bah après j'ai donné la main à Camille et maintenant Camille c'est mon amie. Je fais bah du coup tu vois c'est cool, tu t'es fait une autre amie. Et puis est-ce que t'as rejoué avec ta copine d'avant? Bah ouais on a rejoué ensemble après. Donc c'est pas parce qu'elle t'a pas donné la main que c'était plus ton amie. Ah ouais c'est vrai. Et c'était quoi les émotions sur le moment? Ah t'aurais pu penser quoi? Donc et en fait j'ai encore du mal là, ma thérapie elle me sert surtout à comprendre les émotions de mon enfant maintenant. Mais c'est super important.
Et du coup, en fait, lui, sur le moment, il a senti le rejet, tu vois. Maintenant, à 2 ans, quand ma femme lui disait de mettre ses chaussures, sinon elle pensait, il le sentait pas. Maintenant, il le ressent, le rejet. Et du coup, la pensée automatique, elle est hyper violente parce il est face à une émotion, il la comprend pas, tu vois. Et il construit n'importe quoi comme pensée automatique pour s'en sortir, tu vois. J'avais peur que ce soit moi ou un livre qu'il ait lu ça, ce truc là-dedans, mais en fait, c'est juste normal. Genre, les enfants à 4 ans, ils ont des émotions avec lesquelles ils sont pas du tout à l'aise et Ouais. ils construisent des pensées automatiques complètement cheloues. Ouais, d'ailleurs, c'est un sujet parce que souvent tu mélanges beaucoup de choses dans la gestion des émotions et c'est un peu tout le sujet, tu sais, de ces espèces de petites peluches pour les enfants. Le rouge, c'est la colère et donc tu lui demandes de communiquer sur ce qu'il ressent vraiment avec ces petites peluches et donc ça permet d'identifier les émotions et de comment y répondre, etc. Ouais, C'est inspiré de la TCC, ça, non? complètement inspiré de la TCC, vice versa, c'est inspiré de la TCC, ouais. Oui. Voilà, bon bref. Donc très cool la TCC, je recommande. Et du coup, qu'est-ce que tu as mis en place, toi, suite à justement ces 2 diagnostics? Une fois que tu as compris comment ton cerveau fonctionnait, que tu as compris ce qui pouvait, éventuellement te calmer et cetera et ce qui, au contraire, était un stimulus un peu trop important, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Bon alors du coup il y a déjà un gros travail, c'est-à-dire que moi j'ai passé 2 ans à essayer de convaincre la psychiatre de me donner de la Ritaline, elle a pas voulu. À chaque fois je disais mais si, l'après-midi je suis fatigué quand même, et elle me dit ouais mais c'est parce que tu manges gras le midi. Je fais mais comment tu sais? Et donc le gros travail c'était l'alimentation. Donc avant le diagnostic j'avais déjà commencé à arrêter de manger de la viande. Et du coup je compte mes protéines parce que je fais beaucoup de sport. Donc tu peux pas, quand tu fais beaucoup de sport, tu peux pas juste arrêter la viande comme ça. Sinon t'as du mal à récupérer tes sorties, tout ça. Et donc je comptais mes protéines, je commençais à compter tout ce que je mange, etc. Puis il y avait un petit peu un défi logique de savoir est-ce qu'on peut avoir autant de protéines et des protéines de la même qualité sans manger de viande. C'est un peu mon jeu de cerveau. Et donc typiquement quand t'as le TDAH, on t'oriente vachement sur la psychonutrition, des logiques comme ça où tu vas chercher à manger tes protéines le matin et à manger des fibres le matin. Parce que c'est le coup de barre de 11 heures, c'est généralement parce qu'en fait, t'as mangé que du sucre rapide le matin, et du coup, effectivement, t'as une baisse de glycémie à 11 heures. Et derrière, le midi, vu que j'ai eu une baisse de glycémie à 11 heures, je me dis, oh, c'est une grosse journée aujourd'hui, je suis en train de fort réfléchir, j'ai besoin de calories. Et le midi, je vais manger une pizza bien grasse, et du coup, à 14 heures, je suis en train de digérer, j'ai une hypoglycémie réactive. Et en fait, à chaque hypoglycémie, mon cerveau, il repère toute sa dopamine, quoi. Et je suis obligé de refaire le travail de la faire monter. Donc il y a ça. Donc j'ai changé, j'ai fait attention à mon alimentation, pas manger gras, et aujourd'hui je supplémente aussi beaucoup, donc avec des oméga 3, en particulier la vitamine D, parce que c'est l'hiver. Et les oméga 3 c'est important parce que quand tu manges normalement t'en as beaucoup dans le poisson, mais moi je mange plus de poisson. Donc même là les oméga 3 en complément, je prends ces oméga 3 à base d'algues. Et c'est effectivement quand j'en prends pas assez, j'arrête d'en prendre pendant quelques semaines, j'ai de nouveau des journées où j'arrive pas à démarrer, quoi. Une journée où j'arrive pas à démarrer, faut vraiment imaginer que genre sur une semaine, il y a 7 jours et il y a 2 jours où j'aurais pas réussi à bosser, quoi. Genre quand il y en a un dans la semaine, c'est déjà beaucoup, des fois il y en a 2. Et tu vois, cet été, il y a eu 2-3 journées comme ça, enfin il y a eu vraiment 2 semaines où j'étais en mode putain, j'ai pas réussi à démarrer aujourd'hui, j'arrive pas à être productif, etc., j'arrive pas à me concentrer. Et en fait, le gros truc, c'est qu'il y avait pas mon fils, il était en vacances chez sa grand-mère. Et en fait, dans ma routine le matin, parce que la routine le matin, c'est important, c'est comment je vais démarrer mon cerveau le matin au réveil pour qu'il ait de la dopamine qu'il faut. Dans ma routine le matin, les interactions avec mon fils sont hyper importantes. Je faisais pas attention, mais en vrai, elles me nourrissent en dopamine et elles sont hyper importantes. Donc, bien manger. OK. Ouais. Faire du sport. Faire du sport, c'est important. Faire du sport tous les jours. Sortir le matin. Si je suis pas sorti, même si je fais du télétravail, si je suis pas sorti, ben je vais pas avoir monter ma dopamine, parce que c'est le mouvement. Le corps produit de la dopamine naturellement quand les muscles travaillent. Donc, faute d'avoir le cerveau qui fonctionne correctement, faut que les muscles ils marchent bien, c'est eux qui vont donner de la dopamine avec de l'endorphine, etc. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? La routine du matin, en vrai, c'est un sujet. La routine du matin, c'est un sujet. Les 3 quarts, enfin, d'ailleurs, un des premiers symptômes que tu peux voir chez une personne non diagnostiquée, c'est la gueule du bois au réveil. La gueule de bois au réveil, si t'as pas bu d'alcool la veille, ça s'appelle pas une gueule de bois, donc ça devrait pas exister. Et donc t'as vraiment plein de gens qui vont snooze 15 fois le matin, qui vont pas arriver à se lever, et moi si je fais ça, si je laisse le TDAH prendre le contrôle, je vais me retrouver à snoozer 15 fois, et quand j'étais étudiant, je me levais à 8h55 pour aller au cours de 9h, et c'était insupportable, mais c'était comme ça que je vivais, quoi. Donc là non, dès le premier réveil, je saute du lit, je vais dans la salle de bain, et je fais pas plus de 3 ou 4 minutes de scrolling. Et ensuite, c'est la douche Ouais. froide, le câlin au chien, et de manger la même chose tous les matins. En vrai, je varie, j'ai un peu 2 plats du matin. Soit du pain complet avec du fromage assez léger en graisse, et comment ça s'appelle? Soit mon skyr avec muesli et des graines, quoi. Pour avoir une dose de protéines qui soit suffisante, je cherche à avoir 20 grammes de protéines dès le matin, quoi. Ça a l'air un peu ésotérique dit comme ça, de pouvoir travailler sur son TDAH par le biais de l'alimentation ou d'une routine, etc.
mais c'est qu'en fait, ton cerveau a des besoins spécifiques et que ce que tu lui envoies, ça a un impact clair. Ouais. Ça me fait penser à un épisode de podcast que j'avais écouté avec Maxime Pérez Zitvogel. Je ne sais pas si je prononce correctement, c'est le fondateur de la Maison Perchée, qui est une institution un peu d'avant-garde sur les troubles psy à Paris. Il est bipolaire et en fait, il explique sa routine à lui pour un peu juguler sa bipolarité. Et il y a plein de trucs. Donc, c'est se coucher avant, je me rappelle plus. Mais il faut absolument pas qu'il se couche après 2h du matin, par exemple. Sinon, il sait que c'est fini. Il faut qu'il ait X heures de sommeil. Il faut qu'il marche au moins 2 heures dans la journée. Et il a plein de trucs comme ça, mais vraiment très cadrés. Et en fait, dans l'épisode, donc le podcast s'appelle Ma différence à moi, je crois. Et il raconte que lorsque sa femme a accouché, il a fait le premier jour avec elle. Et le deuxième, il n'avait pas assez dormi. Et c'était un accord entre eux qui ne passe pas de temps avec elle pour pouvoir se restaurer parce qu'il savait que l'impact était trop fort. Ouais. Alors qu'il avait envie d'être avec sa fille, etc. Donc en fait, sur ces troubles-là, en fait, ça a l'air anodin, des choses comme ça, tu peux te dire, mais les gars, il y a sa fille qui vient de naître, il est rentré chez lui et tout, mais c'est qu'en fait, les choses ont un véritable impact et la routine permet de changer la donne. Ouais, alors il y a un truc rigolo avec la réaction au stress dans le TDAH. La réaction au stress, c'est 2 hormones qui s'activent. L'adrénaline, c'est elle qui te donne le coup de froid dans la colonne vertébrale. Tu la sens passer. Et l'autre hormone, c'est le cortisol, ou la cortisone, qu'on prend en médicament aussi. Le cortisol, c'est vraiment l'hormone du stress. Le cortisol, il va te préparer comme si tu allais te prendre un mammouth ou un bus dans la tronche. Tes muscles vont pouvoir donner plus d'énergie d'un coup. Ta digestion va s'arrêter parce que tout ton corps se prépare à réagir, tu vois. Et en fait, le cortisol, il inhibe la recapture de dopamine. Et le cortisol et l'adrénaline, ça a un effet un peu rigolo. C'est que d'habitude, j'ai la dopamine, elle me fait réfléchir à plein de trucs en même temps. Mon cerveau se disperse, etc. Et puis le cortisol et l'adrénaline, d'un coup, mon cerveau, il voit clair. Oui. Il voit que... C'est le fait que quand il y a une situation stressante, t'es ultra focus et que tu peux y répondre ultra facilement. Et je vois qu'un seul truc à la fois. Alors que les gens normaux, du coup, quand ils ont le niveau de cortisol, ils sont paralysés. Leur cerveau, il s'arrête. Ouais. Tu vois. Et en fait, moi, du coup, mon cerveau, il descend d'un cran. Il passe de je fais 3 trucs en même temps à je fais un truc en même temps et je le fais bien. Et je kiffe ça quelque part aussi parce que je suis ultra focus. Ouais, bah carrément, il y a des gens qui ont le TDAH qui disent qu'ils aiment bien conduire. Parce que quand ils sont en train de conduire, ils ont leur niveau de cortisol qui est super élevé. Ouais. Mais en fait, le cortisol, c'est aussi l'hormone de l'anxiété. Donc, en fait, cet état anxieux, ce trouble anxieux, il est nourri par le cortisol. Le cortisol, le cortisol, quand on a 3 minutes dans le sang, il faut 3 heures après pour le dissoudre. Donc, il suffit, tu vois, que je me mette un coup de stress le matin en venant au bureau. Mon cortisol, il va rester élevé toute la journée et je vais être désagréable avec les gens, tu vois. Moi, quand mon niveau de cortisol il est élevé, j'ai un tempérament un peu colérique, tu sais, ou impétueux, tu vois. Genre, je peux être vraiment pas désagréable, mais franchement, je vais expédier un peu les gens. Et puis, s'il y a un truc qui roule pas droit, je vais m'énerver assez vite, quoi. Donc, ouais. Donc, le cortisol, vraiment intéressant et pas ouf, hein. Ouais. Mais moi, c'est un des trucs que j'avais vu en thérapie, c'est qu'en fait, le cortisol, l'adrénaline, tout ça, c'est des comportements de fuite. Ouais. Donc ça, si tu reprends par rapport à des animaux, ce qui se passe dans ton corps, c'est justement pour te permettre de fuir ultra vite. Et donc, c'est pas trop adapté à un environnement de bureau. Ouais, mais c'est trop marrant parce que effectivement, c'est du fight or flight en anglais. Il y a des gens qui vont faire de la pseudo psychologie rétroactive, tu sais, genre en disant notamment sur les enfants, tu sais, les enfants qui regardent Pas de patrouille, ils vont voir plein d'images qui changent dans tous les sens, etc. Et du coup, après, ils font une crise au moment d'arrêter le dessin animé, etc. parce qu'ils sont en fight or flight. Et c'est complètement faux. Ils sont un peu stimulés, quoi. Ouais, mais en vrai, c'est complètement faux comme raisonnement parce qu'en fait, un enfant, il regarde Pas de patrouille, il se sent pas en danger. Ah oui. Okay. Son niveau de cortisol, il est pas en train de monter. Son niveau de dopamine, il monte. Oui. Et tu vois, et donc moi, mon fils, pour la fin du dessin animé, je lui ai juste appris que le dessin, enfin, en gros, il est très stimulé, mais du coup, faut l'aider à l'atterrissage, tu vois. Donc, je l'ai responsabilisé sur le fait d'éteindre la télé à la fin du dessin animé. Okay. Et donc, du coup, quand le dessin animé se finit, c'est lui qui éteint la télé, il vient me voir, papa, j'ai fini le dessin animé, etc. J'ai éteint la télé tout seul, t'es content? Bah oui, j'ai bien vu, alors raconte-moi, il s'est passé quoi dans le dessin animé, tu vois. Ouais, tu fais un moment cocooning qui, en fait, est pas une punition, on n'arrête pas le dessin animé, mais on a un moment complémentaire où on débriefe sur le dessin animé. Mais tu vois, du coup, c'est pas fight or flight à ce niveau-là. Ah non, j'ai perdu la connexion. À la limite, il aurait regardé un film d'horreur et il aurait eu peur, tu vois, je veux bien, mais Pas de patrouille, ça fait pas peur. T'as pas peur de te prendre un bus dans la tronche quand tu regardes Pas de patrouille, tu vois. T'es toujours là? Ouais. Ok, j'ai perdu ma connexion internet. Ça va si c'est toi parce que t'as l'enregistreur.
Ouais, c'est bon. Moi, j'avais une question, mais on n'est pas obligé de l'aborder, justement sur, beh, quel est l'impact sur ton rôle de papa? Puisque tu as l'air d'avoir quand même une forme d'impulsivité Ouais. et d'un autre côté ultra empathique avec ton fils et voilà, tu as l'air de vraiment le comprendre et de t'adapter et cetera. Est-ce que ça te met une pression d'avoir, un TDAH, sur le fait de pas générer des traumas comme ceux que tu as vécus, et cetera, même si, de fait, tu vas en générer même sans le Ouais. vouloir? Alors pas gérer des traumas. Moi ça c'est intéressant parce que du coup dans la TCC, moi j'ai aussi fait après la schémathérapie. En fait la TCC c'est quand même issu de la pensée positive. Et moi j'ai tout de suite dit à ma psy parce que ah oui on te prescrit de la MBSR aussi, la méditation basée méditation relaxée enfin je l'ai pas en français la MBSR mais c'est la méditation quoi. Et dans la MBSR moi j'ai toujours détesté le truc un peu trop pensée positif, un peu trop ésotérique en mode sois bon avec le monde et le monde il sera bon avec toi. Enfin moi honnêtement il y a un moment ma vie c'était 2 ans de tunnel de merde et j'avais été sympa avant tu vois. Donc il y avait un peu ce truc là où c'est culpabilisant la pensée positive. Et donc la psychiatre elle m'a orienté vers de la schémathérapie, elle m'a guidé dans ce process là et elle l'a fait avec moi pour identifier finalement effectivement il y a des moi j'ai bien aimé parce que ça ressemble à l'analyse transactionnelle sur certains points. C'est quoi la schémathérapie? Parce que je suis pas du tout familière déjà, donc je suis pas en mesure d'expliquer. La schémathérapie c'est une thérapie intégrée. Donc ça veut dire qu'on remet un peu de psychanalyse quand même sous-dosé dedans, où on va comment expliquer? En fait, les schémas. Alors oui, c'est ça le bon mot, c'est des schémas précoces inadaptés. C'est-à-dire que par exemple, il y a un schéma qui s'appelle l'isolement social. Ce schéma-là, c'est quoi? C'est la sensation d'être le seul dans la pièce. T'es même dans une pièce où il y a plein de gens et t'as l'impression que t'es tout seul quand même parce que je sais pas, t'es différent, t'es pas à ta place, etc. Chez les enfants qui ont le TDAH, c'est assez courant parce qu'effectivement, ils sont pas invités aux anniversaires. Parce que personne n'a envie d'inviter à l'anniversaire le gamin qui fait que des bêtises en classe parce qu'il est pas attentif. Puis en fait, quand t'es TDAH, t'as aussi une façon d'avoir des relations avec les autres qui est un peu différente, c'est-à-dire que tu n'as pas de problème à changer de groupe social régulièrement. Et les gens normaux, eux, ils ont un problème avec le fait qu'il y ait quelqu'un qui change de groupe social régulièrement dans la cour de récré, quoi. Donc il y a ça s'appelle l'isolement social et c'est assez douloureux comme schéma. Il est très courant dans les gens qui ont le TDAH parce qu'il s'explique que c'est la neurotypie qui va créer le schéma, quoi. Et donc, du coup, on t'apprend en schémathérapie à chaque fois que tu vois le schéma, à le contrarier. Donc, par exemple, moi, la sensibilité au rejet, je l'avais. La sensibilité au rejet, c'est un schéma où t'as l'impression, c'est-à-dire que, enfin, littéralement, quand j'étais à l'école, j'ai vraiment été rejeté fortement. Ça s'appelait du harcèlement scolaire, tu vois. Donc, j'ai appris à développer une sensibilité à ce sujet-là assez tôt et à l'identifier pour l'éviter. Et quand t'es adulte, bah des fois tu sais, l'ascenseur il part sans toi et t'as l'impression qu'ils ont fait exprès de l'appeler pour faire partir, tu vois. Et c'est pas vrai en fait. Donc, et en fait, à chaque fois que tu vois le schéma, du coup, la schémathérapie t'encourage à le contrarier, à me faire une expérience pour te prouver qu'il était faux. Pour que la prochaine fois, en fait, tu te rappelles que ce schéma, il est plus adapté. C'est un schéma précoce, il est plus adapté. Et donc, du coup, il y a plein de schémas étudiés et dans les schémas, du coup, il y a des modes de réaction. Et le mode que j'avais développé moi, c'est le mode punitif. Alors les trucs, tu vois, moi je me punis pas, mais il y avait des fois genre est-ce que par exemple je vais me dire ah ben j'ai pas fait mon travail aujourd'hui, donc demain je vais devoir faire 2 fois plus de travail, ou j'ai fait une bêtise, ah ben je vais en fait tu vois le truc que tu développes en étant enfant, c'est que tes parents étaient pas là et t'as fait une bêtise et tu t'es puni d'avance pour être moins puni quand tes parents y rentrent. Et en fait, ce schéma-là, ce mode-là, je l'ai gardé quand j'étais adulte. Et ce mode-là, il donne de l'anxiété de la performance à fond, quoi. Et donc, du coup, une fois que tu l'as vu et que tu l'as identifié, que tu as identifié déjà les schémas qui déclenchent le mode, une fois que tu as le mode, etc., ben, tout ça, ça se désamorce un petit peu au quotidien par les expériences du quotidien, quoi. Et donc, tu appliques la schémathérapie à ton rôle de papa? Ben, du coup, en tout cas, la schémathérapie, ça m'a obligé à aller retrouver tous ces schémas précoces inadaptés que moi j'avais. En tout cas, j'ai appris à ce que quand mon fils les voit, ça ne me redéclenche pas. Tu vois, par exemple, j'ai un proche où quand nos enfants jouent ensemble, si mon fils chahute un peu le sien, il va réagir comme quand c'était lui qui se faisait boulier à l'école, tu vois. Sauf que c'est pas ce qui se passe là, c'est juste deux enfants qui contrôlent pas leur force parce qu'ils ont 2 ans, quoi. Et du coup, il surréagit et ça fait peur à tout le monde. Ça fait pas peur aux enfants, mais ça me fait peur à moi. Voilà. Et du coup, en fait, la schémathérapie t'apprend à gérer ces schémas-là et honnêtement, ça aide beaucoup dans l'enfance. Après, moi, l'analyse transactionnelle, tu connais ou pas? L'analyse transactionnelle, c'est Je pense,
Comment? Au mail transactionnel, mais je présume que ça n'a rien à voir. L'analyse transactionnelle, c'est une méthode de communication que j'ai appris en école d'ingé, qui est assez simple. Tu sais, en fait, il y a un schéma où bah, par exemple, ton interlocuteur, il a réagi en parent normatif, c'est-à-dire le parent qui met des règles et qui punit. Et toi, t'as réagi en enfant rebelle, etc. Et ça t'apprend à rééquilibrer les relations et tout le monde parle en adulte, un peu mesuré, comme ça. Et dedans, il y a aussi 5 drivers d'analyse transactionnelle ou des messages contraignants, qu'on appelle en parentalité. Et donc, il y a soit parfait, soit productif, fait plaisir, soit fort. Et le 5e que je trouve jamais parce que c'est comme les Tortues Ninja. Et voilà, ça c'est des messages contraignants que tu vas très vite donner à ton enfant. Et donc, par exemple, quand ton gamin il tombe en faisant du toboggan ou quoi, hein, et que tu lui dis c'est pas grave, relève-toi. Là, t'es en train de te mettre un message contraignant, sois fort. Et donc lui apprendre, et ça c'est des défauts qu'on a et en fait on reproduit souvent le message contraignant que nos parents nous ont donné, tu vois. Et donc ça, effectivement, faut apprendre à les inhiber pour pas reproduire sur son enfant. Et bon, je t'avoue qu'on est quand même un peu content. Ma femme, on est tous les deux un peu soit fort, donc on est d'accord et on n'inhibe pas quand l'autre il le fait. Mais d'ailleurs, peut-être pour ça que je suis pas allé le faire. Mais par exemple, ma femme, elle va être parfois un peu soit parfait. Et donc, bah ça, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Moi, le soit parfait me touche pas particulièrement. Donc, dès qu'elle le fait, je dis attention, là, t'es en train de mettre un message contraignant. Et elle débraye. Et moi, c'est le fait des efforts ouais, c'est ça, c'est le 5e message, c'est fait des efforts. Fais des efforts. Attends, là, t'as pas fait de ton mieux. Attends, recommence encore une fois. Mon gamin, il fait du vélo, il se casse la figure, je vais le faire recommencer 8 fois. Ça me paraît pas choquant à moi, hein, tu vois. Et elle va me dire, ouais, attends, là, peut-être qu'on peut recommencer une autre fois. Oui, c'est vrai, t'as raison. Donc, ouais, la schémathérapie, ça t'aide à te débrayer de toutes les souffrances que tu peux avoir en tant que parent, ça c'est sûr, et à pas les projeter sur ton enfant. Est-ce que ça m'aide encore? En vrai, jusqu'à 3 ans, l'enfant a pas de métacognition, donc il y a pas vraiment de sujet psy sur ces trucs-là. Juste faire attention avec les messages contraignants. Puis il va à l'école, hein, il commence à développer sa vie sociale, ses relations sociales, et il y a un sujet effectivement sur les compétences sociales en maternelle qui est assez complexe, et c'est comment on l'accompagne dans ses compétences sociales, ça c'est sûr. Ok, c'est-à-dire sociabiliser avec les autres, être poli. Bah, la maternelle, t'imagines qu'un enfant qui a 3 ans, qui sort de la crèche. Alors, s'il sort de la crèche, déjà, il a plus de compétences sociales qu'un enfant qui sort pas de la crèche, qui a été en nounou. Même si ma mère est nounou, elle dirait que le contraire. Mais quand même, un enfant qui était à la crèche, il a plus de compétences sociales. Mais les enfants qui ont 3 ans, ils ont pas la même gestion des émotions, ils ont pas la même façon de jouer que les enfants qui en ont 5. Les petits et les grands, ils ont pas du tout le même rythme de vie. Et donc du coup les grands ils peuvent ne pas avoir envie de jouer avec les petits parce que les petits sont relous, ils arrêtent pas de faire des crises, etc., machin chouette. Et ça peut être très stressant aussi pour les petits de se sentir rejetés ou de que les grands ils nous remettent dans des situations tout le temps au bord de nos émotions. Donc bah oui, il faut là-dessus en gros faut l'aider à accepter ses émotions, lui expliquer comment les enfants ils jouent ensemble plutôt que de les punir dès qu'ils se disputent par exemple. De manière générale, moi, je suis assez éducation positive. C'est pas que je dis jamais non à mon fils, mais j'ai pas besoin de lui dire non. Et je le punis jamais. C'est-à-dire qu'il fait une bêtise, du coup, il va venir m'en parler tout de suite, et puis on va la réparer ensemble si c'est possible. Mais il a pas peur que je le gronde. Et ça, c'est important pour moi, hein, de pas punir, de manière générale. Probablement lié à mon mode punitif et à mes schémas précoces inadaptés. À une enfance dans un milieu militaire, quoi. En vrai, c'est pas... Mon père, il est devenu militaire parce qu'il a échoué à l'école. Hein. C'est pas forcément écrit dans les gènes. Hein. J'ai l'impression que dans les années 90, on a tous pris des fessées et c'était tous comme ça. Hein. Bien sûr, ouais. Même encore aujourd'hui, la majorité des gens, ils trouvent ça normal de frapper leurs enfants, je crois. Malheureusement. Hein. Pourtant, c'est dans la loi depuis 10 ans qu'on ne doit pas le faire. Hein. Moi, je suis arrivée au bout de mes questions. Est-ce qu'il y a des sujets que tu veux aborder, des choses qu'on n'a pas dites, un cri du cœur à évoquer avant la fin de l'enregistrement? Écoute, moi j'ai un cheminement de pensée en ce moment. J'ai reçu un invité sur mon podcast qui m'a lancé dans ce cheminement de pensée là. En gros, lui, ce qu'il dit, c'est que ça faudrait le dépathologiser. C'est-à-dire que c'est pas un handicap si la société elle est pas inadaptée à moi, tu vois. Bien sûr. Et que c'est un fonctionnement différent du fonctionnement majoritaire dans la société, mais que dans l'absolu, si j'étais qu'avec des gens comme moi, je le vivrais pas comme un handicap. Quoi. Et ouais, en fait, de manière générale, lui, je me demande effectivement si, parce que tu sais, j'ai eu ce moment-là de me dire aussi, genre moi, je galère avec le TDAH en ce moment, mais avant, je galérais pas avec. Et 90% des gens, ils sont pas diagnostiqués et ils galèrent pas avec leur TDAH. Tu vois, 80% des gens qui ont TDAH sont pas diagnostiqués et ne galèrent pas avec parce qu'ils compensent bien. En fait, à un certain moment, je me pose la question de est-ce que c'est... Aujourd'hui, moi, je le vois encore comme un handicap.
alors que l'autisme, souvent, c'est présenté un peu différemment, en plus comme un fonctionnement différent et limite comme s'ils avaient un langage, tu vois, ils parlaient une langue étrangère, même s'ils parlent français, en fait, ils parlent une langue étrangère. Mhm. Et ben, je me demande, voilà, si à ce niveau-là, genre, comment, est-ce que tu vois, par exemple, est-ce que les gens, par exemple, qui font la démarche d'aller se faire diagnostiquer, etc., est-ce qu'ils seraient plus à l'aise si c'était dépathologisé, si on ne présentait pas comme une maladie ou un handicap, mais juste comme un façon de fonctionnement qui est différent et où la société n'est pas adaptée et du coup, tu dois faire un peu plus d'efforts pour que ça fonctionne pour toi, quoi. C'est un peu la question. Bah, c'est un peu le sujet. Enfin, moi, pour moi, c'est un peu le cas pour la plupart des handicaps où c'est une posture validiste de dire t'es pas dans la norme et donc c'est toi qui dois fitter avec la société et à aucun moment je vais m'adapter. Et je pense que c'est un problème de posture de la société en général de pas être flexible et de pas intégrer. Enfin, en soi, t'es fonctionnel. T'as quand même créé. Enfin, oui, j'allais avoir une phrase de droite. J'allais dire t'es fonctionnel, t'as créé une boîte. Non, mais en fait, c'est intéressant parce que même, en fait, tu vois, le top, la cyclothymie, le TDAH, ça m'a fait faire des choses chouettes, tu vois. Le trouble de l'opposition, c'est quand même ça qui fait que, je vais dire, attends, le marché du recrutement des développeurs, il marche pas bien. Je pense que c'est à l'envers. On va faire dans l'autre sens. Et je te promets que les 2 premières années de la boîte, c'est vraiment juste le top, hein. C'est-à-dire, le marché fait ça, on va le faire dans l'autre sens. Vraiment. Et donc, oui, ça m'a donné l'énergie de faire des choses à certains moments et j'ai appris à accepter mon trouble aussi. Dans la mesure où il me fait faire des choses bien, juste, il faut que je prenne le temps de réfléchir en mode, attends, là, il y a le top qui veut que je rentre dans cette conversation et j'explique que je suis pas d'accord. Est-ce que j'ai vraiment envie d'assumer les conséquences émotionnelles après? Est-ce que c'est vraiment le bon moment, le bon endroit? Est-ce que la personne va l'accepter? Tac, oui ou non? Peut-être que je peux laisser le top me driver dans ce truc-là, ou peut-être que je vais pas laisser le top me driver, tu vois. Ouais. Mais j'ai repris le volant. T'as repris le volant, c'est-à-dire? Oui, c'est pas le top qui conduit, c'est moi. Oui, ah, ok, oui, tu peux dire. De quoi parle-t-on? Mais oui, non, je suis entièrement d'accord avec toi. Bah, le seul truc que moi j'identifie et qui me semble compliqué, c'est que là, ce que tu dis, c'est que c'est une énorme charge mentale que de justement déconstruire tout, réfléchir, comprendre, etc. Et que la plupart des gens qui sont entre guillemets dans la norme, on ressent pas la nécessité de le faire. Et en fait, c'est une charge mentale, mais en fait, la métacognition, c'est une compétence aussi, du coup. Bien sûr. Bien sûr, mais je sais, les premiers temps où tu fais ça, c'est compliqué. Ouais, c'est clairement, mais tu vois, la métacognition, il y a quand même plein de gens qui l'ont pas. Il y a plein de situations où c'est une compétence utile. Et il y a plein de gens qui ont jamais besoin de le développer parce qu'ils ont pas de patho, tu vois. Tu sais, c'est un peu comme les RH, des fois, ils vont dire que les gens qui ont eu des troubles psy avant, ils sont dangereux parce qu'ils peuvent contaminer les autres, etc. Alors qu'en vrai, non, les gens qui ont eu des troubles psy avant, ils ont appris à les compenser, ils ont appris à se soigner. Alors que ceux qui n'ont pas appris à se soigner, qui n'ont pas développé de métacognition, c'est eux qui sont dangereux, en fait, hein, dans l'absolu. Oui. En termes de risque RH, pas dangereux pour la société, en termes de risque RH, tu vois. Oui, mais c'est comme ce dont on parlait, que tu disais que ta sociabilité, elle était quand même fortement influée par ça et que tu avais tendance aussi à être attiré par des personnes un petit peu apossies et enfin, c'est ce que tu me disais pendant le call de clairement, cadrage. il y a ce sujet-là, hein, c'est que effectivement les gens qui arrivent à suivre une conversation avec moi, c'est pas tout le monde. J'ai un copain après le diagnostic qui me dit attends, mais c'est quoi le TDAH, genre d'où t'as le TDAH, toi? On est parfaitement fonctionnel quand on se parle. Je fais mais non, depuis le début de la conversation, il y a personne qui finit une phrase et on est à l'aise avec ça. Tu vois, Bah oui. on se coupe à la fin des phrases à chaque fois et on est à l'aise avec ça. Et donc oui, j'ai le TDAH et tu l'as probablement et tu le vis bien et c'est cool, tu vois. Et lui, il était ok avec ça. Lui, il a bien vu. Il a fait ok, bah si c'est juste ça, alors c'est bien. Bah ouais, c'est marrant, mais il y a pas mal de. Bah, c'est ce qu'on disait en début d'entretien, que justement, le fait de recevoir un diagnostic, quel qu'il soit, souvent c'est assez mal perçu et ça veut dire juste que quelque part tu serais dysfonctionnel alors que c'est juste un fonctionnement différent et que bah, quand t'as l'environnement adéquat, il y a absolument aucun souci, t'es capable de compenser. Et alors la psychophobie, des fois je dis la majorité des RH sont psychophobes, la majorité des médecins sont psychophobes, la majorité du personnel de l'accompagnement d'enfance sont psychophobes. C'est pas méchant, hein. Il y a plein de gens qui se vexent, ah Damien t'es un peu dur et tout. Non, c'est la faute d'être psychoéduqué, ils sont psychophobes, mais c'est pas grave. Genre la majorité de la société est psychophobe, mais c'est pas. Oui, carrément. Il y a plein de gens qui vont, tu vois, des gens qui vont parler de TDAH devant moi et à qui je vais dire, attends, toi t'es médecin et tu parles de TDAH, mais la majorité des médecins sont psychophobes, hein. Tu vois, j'ai fait plusieurs anesthésies depuis depuis que j'ai mon diagnostic. En fait, dans l'anesthésie, c'est important le TDAH quand même, parce que du coup, tu vas pas réagir pareil au niveau de l'anesthésie. Tu vois, par exemple, moi, le tramadol, le tramadol, ça augmente, c'est comme le cortisol, hein, tu vois, mais en injection, tu vois.
Et donc, du coup, moi, le tramadol, ça me shoot le cerveau d'un côté, mais en même temps, ça m'aide à me concentrer. D'ailleurs, il y a eu plusieurs cas de gens qui ont le TDAH qui se droguent au tramadol, tu vois, en se sous-dosant pour être pas défoncé, mais assez pour être concentré, tu vois. Et donc, du coup, tu vois, un anesthésiste qui est en train de doser mon tramadol correctement pour le post-op, bah, il prend pas en compte le fait que j'ai le TDAH, alors que je lui ai dit depuis le début, hein. Et puis après, il me fait, ah, bah, vous gérez vachement bien le tramadol. Je fais, ouais, mais c'est quand même un peu relou parce que j'arrive pas à me concentrer, du coup. Et tu vois, il comprend pas. Vraiment, ça clique pas, alors que c'est un médecin qui a 15 ans d'expérience, tu vois. Et c'est pas, Oui, c'est que pour l'instant, c'est pas reconnu comme un sujet, donc est-ce qu'il va vraiment prendre le temps de s'y intéresser, à part s'il a une disposition particulière ou si il fait preuve d'empathie? Il peut continuer comme ça, il y a personne qui va rien lui dire vu que c'est pas encore placé sur le devant de la scène comme sujet. mais tu vois, ma médecin généraliste, j'étais malade l'autre fois et elle voulait me mettre du Solupred. Et elle me regarde comme ça, elle fait, Solupred, c'est de la cortisone en cachet, hein. C'est vraiment, Donc ça te booste. ouais, mais là, moi, le Solupred, ça me met un niveau d'énergie, mais complètement chelou. Et je suis irritable, en plus. Parce que c'est comme si t'avais ton niveau de cortisone tout le temps élevé, tu vois. De cortisol tout le temps élevé. Vraiment, t'es stressé vraiment tout le temps, quoi. Et du coup, elle me regarde, elle me fait, ah, le cortisol, ça va vous faire du bien au poumon, ça va vous mettre de mauvaise humeur. Je fais, ah, ouais, le cortisol, moi, je suis insupportable, hein, quand j'en prends. Et elle dit, bon, on va faire 100, hein. Je fais, ouais, on va faire 100. Donc, tu vois, elle est pas psychophobe, elle arrive à se poser la question, à se faire, ouais, attends, il y a quand même, genre, même un médicament que tu prends pour une infection ORL, bah, peut avoir un effet sur ta santé psy, quoi. Bien sûr. Un anesthésiste, 80% des produits que tu utilises en anesthésie, ils ont un effet psy assez ouf, quoi. Bah oui, c'est de la chimie, ils le prennent pas en compte. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, du coup, il y a quand même genre enfin, avant que la société générale, enfin l'opinion générale, ils prennent en conscience les sujets de santé psy, il y a déjà les corps enseignants, le corps médical, etc. Tu vois, le nombre de médecins généralistes qui prescrivent des antidépresseurs à des gens qui ne devraient pas en prendre, c'est incroyable. Bien sûr. Tu vois. Donc, ouais, en vrai, il y a beaucoup de chemin, hein. Ouais, j'ai ma dernière question, c'est bon, j'ai trouvé. Le TDAH est souvent décrit comme un trouble à la mode en ce moment, Ouais. où il y a eu la période où tout le monde était HPI, maintenant tout le monde est TDAH. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, enfin, il y a quand même vraiment des dérives, tu vois, genre, en France, en vrai, pas trop. Aux États-Unis, t'as des plateformes en ligne où tu peux faire 30 minutes de rendez-vous médical et après t'as une prescription pour du méthylphénidate, de la Ritaline. Et il y a des gens qui en prennent, qui se surdosent de Ritaline et qui font des arrêts cardiaques ou des ruptures d'anévrisme. Donc, il y a un vrai sujet. Il n'y a pas de sujet de surdiagnostic. Le sujet, c'est, enfin, déjà, faut se rendre compte qu'en France, c'est hyper dur de trouver un médecin qui peut te faire un diagnostic. Dans les centres médico-sociaux, psycho-médico-sociaux, tu peux faire 6 à 20 mois d'attente. En plus, voilà, si t'habites à Paris, c'est 5 fois plus long, quoi. Franchement, c'est hyper dur de se faire diagnostiquer. Je pense pas qu'il y ait de surdiagnostic. Et rappelons quand même qu'à la base, genre, il y a 5 personnes qui ont TDAH dans la pièce, mais il y en a qu'une qui est diagnostiquée. Donc, on peut en diagnostiquer vraiment des marges en plus. Le sujet, c'est que le parcours de diagnostic, il est tout pourri. Parce que le corps médical est pas éduqué. Et parce que, bah, du coup, en fait, même quand tu vas avoir des psychiatres aujourd'hui, t'as quand même 70% de chance de tomber sur un psychanalyste qui comprend rien, quoi. Et tu vas avoir des psychologues, c'est pareil, hein. Enfin, je veux dire, les psychologues, quand même, à la base, tu vois, il y a des psychologues qui indiquent qu'ils sont LGBT friendly et qui sont dans d'autres, enfin, dans ces vibes-là, parce que la majorité des psychologues, ils font des thérapies de conversion de genre, tu vois. Donc il y a vraiment quand même beaucoup de travail à faire sur ce schéma-là. Tu vois, il y a encore plein de gens qui vont citer Asperger, alors qu'Asperger c'était un nazi, un eugéniste, et il dit qu'il a sauvé des enfants autistes, mais en fait pas du tout. Il faisait le tri entre les autistes Asperger, hein. Il gardait les bons autistes et ils envoyaient les mauvais au four, tu vois. Il y a tellement de chemins, et le sujet c'est pas le surdiagnostic ou le diagnostic à la mode. Le sujet c'est que le corps médical aujourd'hui propose des parcours tellement mauvais et le corps médical est pas équipé pour diagnostiquer correctement les gens qui ont le TDAH ou l'autisme. Ça c'est le vrai problème. Et les gens qui ont peur de l'autodiagnostic, ils ont juste peur que les gens ils prennent leur santé en main, et ça me paraît irrationnel. Mais il faut voir que bah aujourd'hui le parcours il est tellement mauvais qu'en vrai, en général, tu vois, même pour la cyclothymie, en général le patient il a compris qu'il avait la cyclothymie avant son corps médical. Et c'est vrai qu'aujourd'hui ben les parcours de santé sont tellement mal faits, et c'est vraiment une question de psychoéducation de base du corps enseignant, que ben les trois quarts des gens, ils ont pas les bons médicaments. T'as des gens qui vont, tu vois, il y a plein de gens qui sont diagnostiqués bipolaires alors qu'en fait, ils ont juste de l'autisme. Je connais au moins une personne qui a fait ce parcours-là, hein, qui a pris des médicaments pour le trouble bipolaire pendant plusieurs années, alors qu'en fait, il était autiste et il faisait des shutdowns, et en fait, il a pas besoin de médicaments du tout, tu vois. Donc, ouais, c'est pas qu'il y a de diagnostic à la mode, c'est que le parcours médical, il est mauvais, et que les médecins, les thérapeutes t'orientent mal et sont pas assez éduqués sur les sujets, quoi. Et puis c'est une science où il y a pas, c'est long de faire une étude clinique de 5 séances pour déterminer si t'étais
Il n'y a pas de test de santé qui permet de déterminer si t'es bipolaire correctement ou pas, même s'il commence à y avoir ce genre de choses qui arrivent, on espère que ce sera un truc, mais il n'y a pas de truc qui te donne un vrai ou faux tout de suite. Il n'y a pas d'oracle parfait. Ouais. Oui, c'est un parcours engageant. C'est un parcours engageant. Donc ouais, pas de surdiagnostic. Pour moi, le sujet, c'est diagnostic est mal fait. Ok, très clair. Est-ce que tu as un mot de la fin? Cette fois, je suis vraiment arrivée au bout. Prenez soin de vous. Même si vous avez l'impression, alors surtout si vous avez écouté ce podcast ou si vous avez vu des vidéos sur YouTube ou TikTok qui parlent de TDAH et que vous avez l'impression que ça vous concerne, franchement, c'est pas automatique et il faut faire des vrais diagnostics pour le coup. Ne rentrez pas dans la vibe, ne faites pas ce que je fais exactement, parce que même les gens qui ont le TDAH, ils font tous des choses différentes. Notre personnalité a plus d'importance. Je dis souvent, le TDAH, c'est pas ça qui définit notre personnalité. Ce qui définit notre personnalité, c'est comment on compense et comment on l'exprime. Voilà. Mais on n'est pas, on ne se résume pas au TDAH et c'est important de le garder en tête. Et donc du coup, les solutions de compensation que j'ai moi peuvent marcher pour les gens qui n'ont pas le TDAH, peuvent marcher pour les gens qui ont le TDAH. Et probablement que si vous avez le TDAH, il faut que vous trouviez votre propre solution. Donc, bon courage, amusez-vous bien, testez des trucs. Un grand merci à Damien de s'être confié avec confiance et décontraction à mon micro. Cet épisode a été un petit challenge intellectuel pour moi parce que ça va très vite dans l'esprit de Damien et que ça me pousse également à aller vite pour suivre la cadence. On a tous les deux essayé de limiter les digressions pour avoir un propos le plus accessible possible. Je sais que la cyclothymie et le TDAH sont des sujets qui questionnent beaucoup. Je reçois en effet beaucoup de commentaires à ce sujet et j'espère que cette nouvelle ressource vous sera utile. Avant de vous laisser, quelques mots sur l'anomalie. L'Anomalie est un podcast autoproduit créé par mes petites mains. Je l'ai lancé afin de fournir des portraits humains et bienveillants sur la maladie et le handicap. Si vous êtes touché par mon projet et que vous souhaitez soutenir ma démarche, abonnez-vous à l'Anomalie sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous êtes d'humeur à déplacer des montagnes, notez l'Anomalie ou ajoutez un commentaire. Cela a un véritable impact sur la visibilité du podcast. Enfin, si vous souhaitez voir les coulisses de l'Anomalie, vous me retrouverez sur le compte l'anomalie.lepodcast. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.